Après ma visite de la vallée sacrée, je pars explorer le sud du pays. C'est dans la ville de Puno que je débarque en premier, au bord du lac Titicaca. J'arrive ici sans trop savoir ce que je vais y faire. Je commence par me balader dans la ville et monter au point de vue pour observer le lac au loin. C'est le lac navigable le plus haut du monde puisqu'on est à 3812 mètres d'altitude. Je vois qu'il y a un grand marché dans toute la ville, c'est parfait pour que je me mélange à la population et que je découvre la culture locale. D'ailleurs, la pomme de terre est originaire du Pérou et il y a plus de 3000 variétés de pommes de terre ici. Par contre, je trouve ça affreux de voir tous ces animaux ici. Je vous présente Scott, un Américain que j'ai rencontré à l'auberge. On n'était que deux là-bas, alors on est partis en excursion ensemble. Et on va passer 3 jours sur le lac. Donc on commence par les îles Uros. C'est un ensemble d'îles flottantes artificielles à seulement 6 km de Puno. Ces îles sont composées de 2 couches. Pour fabriquer la première couche, ils cueillent des racines de totora. C'est un roseau qui pousse dans le lac. Et ensuite, ils emmêlent toutes ces racines ensemble pour en faire des gros blocs. C'est cette espèce de gros bloc de terre qu'on voit là-bas. Et ce bloc, il fait 1,50 m. Et sur une autre épaisseur d'1,50 m, ils empilent des roseaux séchés. Les roseaux, c'est ça. Et on peut les manger d'ailleurs. Ils font tout avec ça, construction de bateaux, des maisons, des objets, etc. Si Bon, pour être honnête, j'ai eu un peu l'impression d'être à Disneyland et qu'il n'y avait pas grand chose d'authentique. Je trouve ça vraiment chouette qu'ils puissent vivre du tourisme, mais c'est dommage que tout ressemble à une mise en scène et on essaie simplement de vous vendre de l'artisanat soi-disant local. Surtout que c'est déjà super intéressant de voir comment ces îles sont construites et de se dire qu'il y a des années de ça, le peuple Uros il vivait vraiment là-dessus. You are going to the desert? Yeah. Yeah, good. On quitte ces îles pour aller rejoindre l'île d'Amantani en espérant vivre une expérience un peu plus authentique. On est accueillis sur une île hyper paisible, hyper tranquille par Lydia, c'est notre hôte pour aujourd'hui. Et elle cuisine mais tellement bien, je pense que c'est la meilleure nourriture de tout ce que j'ai mangé au Pérou. On part pour une petite randonnée pour atteindre le temple Pachamama, un point culminant de l'île. Pour suivre le rituel, on fait 3 fois le tour du temple avant d'y déposer 3 petites pierres à l'entrée. On a maintenant un point de vue parfait sur le coucher du soleil et on n'a pas du tout l'impression d'être sur un lac, c'est juste immense. Le lac est divisé entre le Pérou et la Bolivie et on peut apercevoir la Bolivie en face. Il y a du vent, il fait froid et il est temps de redescendre. Ce soir, on enfile l'habit local et on va danser. J'ai beaucoup mangé et c'était pas une bonne idée. Je me sens complètement ensaucissonnée dans ces vêtements. You had 2 dinners. Why did I eat so much? Yeah. Do a spin. Perfect. Oh, you're so cool. Le lendemain, il est temps de partir de cette île pour rejoindre la dernière île de notre excursion, l'île de Taquile. Encore une fois, on fait que grimper sur ces îles, mais on a des panoramas de dingue.
Maintenant, c'est l'heure de rentrer sur Pono et de continuer mon chemin. Prochain arrêt, Arequipa. C'est une ville beaucoup plus petite que Cusco, mais c'est aussi super joli. Je goûte au dessert typique d'Arequipa, le queso relado, qui signifie littéralement fromage glacé. Je savais pas du tout ce que c'était, mais en fait c'est pas du tout du fromage. C'est juste du lait condensé, de la cannelle et de la noix de coco. Et ils produisent même leur propre coca dans une ville juste à côté. Je monte au point de vue pour voir le volcan Misti, mais le temps n'est pas terrible et je peux pas voir grand chose. Il y a beaucoup de choses à voir autour d'Arequipa, mais c'est au canyon de Colca que je décide de me rendre pour une randonnée de 2 ou 3 jours. Et dans le bus pour y aller, surprise, le bus est plein de Français. Je sympathise très vite avec un groupe et naturellement on part faire la randonnée ensemble sans avoir la moindre idée de toutes les aventures qui allaient nous arriver. On profite des paysages, mais le chemin est long, plus long que ce qu'on imaginait. On a même aperçu un geyser. Bon ok, on a bien galéré à le trouver celui-là. On savait pas trop à quoi s'attendre pendant cette rando. C'est le deuxième canyon le plus profond du monde avec un dénivelé de 3400 mètres, donc 2 fois plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis. À notre plus grand bonheur, on est bientôt arrivé. On pensait que c'était ce village, l'arrivée où on allait dormir ce soir. Fausse alerte, on est encore loin. On est finalement arrivé, on est vraiment au milieu de la nature. Regardez la vue depuis le restaurant de l'auberge. Et en contrebas, on dort dans des genres de petits chalets. Voilà mon palace pour la nuit. On a de la chance, il y a des sources d'eau chaude ici, parfait après une journée de marche. Un bon repas bien gras et au lit. Demain, une longue journée nous attend. Ah, il y a pire comme vue au réveil quand même. Deuxième jour de marche dans le canyon de Colca. Petite anecdote, Audrey nous raconte à quel point elle n'a pas pu dormir parce que le sol a tremblé pendant la nuit. Alors oui, il y a eu un petit tremblement de terre qui apparemment se ressentait bien fort, mais j'ai absolument rien entendu ou rien remarqué. Sur cette bonne nouvelle, on reprend la route direction l'Oasis. On ne sait pas si on va réussir à rejoindre le point de départ ce soir ou si on va devoir dormir à l'Oasis. À voir. C'est des figues de Barbarie. On termine le chemin avec Lucie et Alice, 2 autres Françaises qu'on a croisées. C'est des parasites et quand tu l'écrases, Ah ouais! et du coup la couleur rouge de la laine d'alpaga et tout, ça vient de là. Mais non! Et elles s'en font du rouge à lèvres qui fait 24. Enfin, on aperçoit l'Oasis. Voilà, on est arrivé à l'Oasis, c'est trop beau et hyper bizarre tout ce vert, après ces heures et ces heures à marcher dans un endroit tout sec. Finalement, on se pose dans un hostel ici parce qu'on peut pas remonter ce soir. Pour vous expliquer brièvement, les tremblements ont repris et cette fois, j'ai bien senti. Tout le monde autour commence un peu à paniquer. Nicolas, comment tu te sens? C'est la panique totale. C'est la fin du monde. Comment vous dire qu'on est exactement dans un trou et entouré de montagnes. Donc s'il y a un éboulement, voilà quoi. C'est pas super. On profite quand même de la soirée dans une ambiance super particulière. À la vôtre. Salut. Allez, salut. Juste en activant. Ils sont de plus en plus forts, non? C'est fort là. Après, ils ont pas l'air de Il fait le sir du soupe, les deux. Il y a un tremblement de terre et on est en train de manger de la soupe. Lendemain matin, on a survécu à la nuit et on se prépare à repartir. Ah ouais, il avait même vidé la piscine. C'est que c'était quand même du sérieux. Est-ce que vous êtes motivés? Ouais. J'adore.
Plus ou moins motivé, on est parti pour la partie la plus difficile du trek, une grosse montée. Et plus qu'à espérer pour qu'on n'ait pas le droit à un éboulement sur la route. On est arrivé! On est trop fiers de nous. Maintenant, retour à Arequipa. Bon, apparemment, c'est fréquent qu'il y ait des tremblements de terre dans la région, mais celui-ci était peut-être un poil plus fort, mais rien de grave. On est quand même content d'être rentré. Après Arequipa, je pars à 600 km de là pour aller à Nazca, dans la région d'Ica. C'est ici qu'on peut observer les fameuses lignes de Nazca. Je monte dans un petit avion pour les survoler. Donc les lignes de Nazca, c'est des lignes creusées dans le sol par la civilisation Nazca, avant les Incas, mais leur signification reste encore un mystère et les théories sont nombreuses. Certains pensent qu'elles servaient d'offrande aux dieux, d'autres disent qu'elles servaient de piste d'atterrissage pour les extraterrestres. On sait pas trop, chacun fait un peu avec sa propre idée. Moi j'aime bien l'idée de penser que c'était pour les extraterrestres, mais bon. J'étais vraiment intriguée par tout ça et je voulais les voir de mes propres yeux. Finalement j'ai pas réussi à voir grand chose, les figures sont toutes petites, j'entendais quasiment pas les instructions dans mon casque et au bout de 5 minutes j'ai été malade et pendant tout le reste du trajet j'essayais de repérer les formes avec mon sachet de vomi à la main. Bon, ce qu'on pouvait voir ressemblait à ça. J'essaie de vite récupérer de cette aventure et quelques heures plus tard, je pars en bus direction la ville de Ica. Je passe la nuit dans une auberge à Ica parce que j'ai clairement besoin de me reposer. Les gens viennent sur Ica surtout pour y visiter l'oasis de Huacachina, qui est à moins de 5 km. Et je me dis que ça peut être sympa de passer une nuit là-bas. On peut y aller directement en tuk-tuk et incroyable, on sort de la ville et quelques minutes après, on se retrouve au milieu de grandes dunes de sable. Je m'installe dans une auberge qui a le plus haut bâtiment de l'oasis, donc depuis le rooftop, on a une super vue sur les dunes. Selon la légende, une princesse Inca se promenait quand elle s'est fait poursuivre par un chasseur, et en voulant s'enfuir, la princesse a cassé son miroir, ce qui a formé la lagune, et sa robe qui volait dans le vent aurait formé les dunes. La princesse se serait alors transformée en sirène et vit aujourd'hui encore dans le lac. Fin d'après-midi, on prend un buggy pour s'éloigner dans les dunes. Franchement, c'est la première fois que je vois un paysage comme ça. On peut ensuite s'amuser comme des enfants en faisant du sandboard dans les dunes. Je vous cache pas que c'est très touristique, mais il y a toujours moyen de s'éloigner des foules. J'avais très envie de voir ces dunes à perte de vue, mais sans plein de gens autour. Du coup, lendemain matin, je me lève à 5 h et hop, je pars grimper les dunes pour voir le lever du soleil. Comment vous dire que j'étais pas prête à ça? C'est épuisant. On s'enfonce dans le sable en plus et ça monte. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ça y est, il fait jour et j'ai absolument pas vu le lever du soleil. C'était tout nuageux, trop triste. Allez, il est temps de s'en aller pour la dernière destination au Pérou avant de changer de pays. Me voilà arrivée à Huaraz, ville réputée pour toutes les randonnées à faire dans les environs. J'ai que 3 jours devant moi, alors je compte bien les rentabiliser au maximum. Je commence à la lagune Churup, à 4450 mètres d'altitude, une randonnée que je pensais facile pour débuter tranquille et enchaîner avec les plus difficiles après. J'y allais en mode échauffement quoi, mais c'était pas du tout un échauffement. Toute la rando fait que grimper. Je fais la rando avec Patricia et son copain, un couple d'Allemands trop sympa. Mais rien à dire, les paysages sont juste grandioses. On arrive à la lagune, elle est immense.
c'est super beau. On peut continuer pour aller voir une autre lagune plus loin et apparemment elle est encore plus magnifique. Alors on y va. Et ça grimpe encore et Des encore. fois je me demande vraiment pourquoi je fais ça. Et après je vois des paysages comme ça. Et je me dis, ok, je comprends pourquoi. Oh. Ah, c'est trop beau. We almost arrived. Almost. Non. On finit par arriver, c'est si bleu et si beau. On veut vraiment voir les montagnes se dégager au loin, alors on attend que la pluie passe. Et regardez-moi ce spectacle. Waouh! Allez, on redescend, mais la pluie revient bien sûr. Il y a des passages où on doit descendre à des chaînes, donc on fait bien attention avec la pluie. Et j'ai juste mes mains qui sont congelées, mais tout va bien. Après une bonne nuit de sommeil, le lendemain me voilà reparti pour la Laguna 69, l'une des randonnées les plus connues de la région. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je fais la connaissance de 2 Français, Marie et Pierre, et on avance sous la pluie, mais c'est quand même trop joli. J'ai l'impression que la randonnée est plus facile qu'hier. Je suis peut-être moins fatiguée aussi, j'en sais rien. Let's go pour le dernier kilomètre, le plus difficile, uniquement de la montée. Alors, est-ce que ça valait la peine? J'ai jamais vu une eau aussi bleue et ce contraste avec les montagnes enneigées derrière. Dernier jour dans cette ville, levé à 3 heures cette fois. Il faut mériter de voir tous ces paysages. Ça pique, je vous l'avoue. Mais on a pas mal de routes en voiture qui nous attend avant d'arriver au Pico Mateo, le sommet enneigé qu'on va grimper. On a un petit groupe, je suis avec 2 Mexicaines et le guide. On s'équipe et c'est parti. On avance à un rythme tranquille, donc tout va bien, pas de complications. Arrivé au sommet, on est à 5150 mètres. On arrive à peine à apercevoir les 2 lagunes en contrebas. Je sais pas si c'est vraiment un bon souvenir cette dernière journée parce que j'ai fait que vomir sur la route retour en voiture. Et je sais pas par quel miracle, j'ai quand même réussi à monter dans mon bus pour retourner à Lima dans la soirée. Pouah, quelle aventure! C'est la fin de ce périple au Pérou. J'espère te faire un peu t'évader de ton quotidien et te donner envie toi aussi de partir à l'aventure. Si tu veux me soutenir, n'hésite surtout pas à me mettre un petit like et à t'abonner. À plus tard!